Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro, ce numéro spécial, la petite histoire du college football. Et oui, pour la première fois, je vais parler de l'histoire du college football. Et j'ai à ma compagnie Baptiste de la team The Trick Play que vous connaissez, donc très bien pour ceux qui suivent le college football. Baptiste, bonsoir, bonjour du moins. Comment tu vas, Baptiste? Et merci d'avoir accepté encore une nouvelle fois l'invitation pour parler de l'histoire du college football. Eh ben, ça va très bien. Merci surtout à toi de m'avoir invité pour parler voilà, de l'histoire bien velue hein, de mon sport préféré, d'un de mes sports préférés. C'est un plaisir de partager un peu tout ça. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à raconter. Donc voilà, c'est cool. Et puis bah, moi, tout va bien, hein. La saison approche à grands pas. Voilà, pour être tout à fait honnête, là, on est vendredi 22 août. Donc à demain, voilà, ça sera le début de la saison. Donc voilà, donc très Exactement. excité. Et je pense que ça va être cool. Et je pense que tu l'es aussi excité, puisque c'est une saison qui s'annonce quand même plutôt bien pour tes Tigers de Clemson, que je mets très clairement, à titre personnel, parmi les favoris pour remporter le titre national. Et je pense qu'en week 1, le duel contre les Sioux, ça sera l'occasion de le prouver. Et Voilà on pour y la petite. sera, et j'y Et serai. effectivement, ça c'est cool. Et ça, Ça c'est c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. juste avant qu'on commence, comment ça s'est goupillé le fait que tu as la Clemson là pour Clemson et les Sioux Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai Pierrot, qui est mon ami belge, hein, bien sûr, à qui on fait le podcast, et il voulait venir voir le Super Bowl à Paris. Et quand il a vu le billet de train, combien ça coûtait, le transport, le truc, et il a comparé, tiens, juste pour voir un billet d'avion pour aller à Clemson, et il s'est dit, j'en ai pour 100 euros de plus, je vais à Clemson. Et Ouais. il a pris son billet d'avion, et moi, il me dit, Jojo, je vais voir Clemson et les Sioux, c'est sûr, j'ai pris mon billet. Et là, j'en parle avec ma femme, Laura, je dis, eh, Pierrot, il va à Clemson. Non, elle me dit, tu peux pas le laisser aller tout seul. Allez, hop, prends un billet, je vois que ça t'en a envie. Et voilà, ça s'est goupillé comme ça. Et Andrea, on l'a un peu pris de Mm. court au départ. Elle est toute contente de nous recevoir, donc ça va C'est être un cool. moment génial, quoi. Ça va être un moment C'est trop génial. cool. Puis moi, ça sera mon premier match en live. Mm. En plus, j'ai jamais vu un match en direct. Voilà, là, ça serait vraiment. Et puis voilà, Death Valley, Clemson. Voilà, c'est pas. Il y a des ambiances peut-être plus importantes en college football, mais c'est déjà, on va pas se plaindre, c'est déjà les traditions et ainsi de suite à Clemson, c'est pas ce qui manque. Voilà. Ah, c'est clair. Bah, je ne sais pas si tu peux faire mieux un match à deux nuits contre LSU Oui. à Ah ouais. Clemson pour le match. Je vois pas trop On, ce qui peut être mieux que ça. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il manque juste College c'est Game clair. Day qui n'est pas à Clemson Ouais, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu le départ de Lee Corso. Je pense que College Game Day était pas loin d'être à Clemson. On avait on est presque d'accord. College Game Day avec nous. Ok, génial. La Mais cerise sur le gâteau, mais là déjà c'est voilà. trop cool quoi. Déjà, puis en plus, on joue tard et du coup, tu peux Ouais. profiter de tailgate toute la Et d'autres journée et matchs, tout. ouais, C'est ouais. vraiment. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on y reviendra sur d'autres épisodes. On vous racontera et on vous dira ce que c'est vraiment l'ambiance college football parce que beaucoup qui suivent ce sport suivent la NFL, les tailgates NFL. Mais les tailgates college football, c'est un monde à part. C'est complètement différent. Voilà, il faut le dire. Et je pense qu'il y aura un épisode assez intéressant là-dessus pour se dire à peu près les meilleurs tailgates qu'il y a à faire. Il y en a pas mal, quoi. Il y en a pas mal. Effectivement. Donc très bien, donc vous allez nous retrouver sur une petite série d'épisodes avec Baptiste, voilà, une fois dans le mois quand on pourra enregistrer. Donc on va revenir donc sur l'histoire générale du college football. Et ce premier épisode, on va se plonger carrément dans le thème l'origine du college football, voilà clairement. Les premiers pas, comment c'est l'expansion aussi pour accueillir plus d'équipes et jusqu'à l'ère moderne, on va dire en gros voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue, mais on y vient et on y va. Donc, Baptiste, y a quand même l'histoire du college football quand tu lis les premiers mots et quand tu lis les premières phrases. Voilà, sur Wikipédia, on apprend des choses et c'est plein de choses des petits détails qui font que ce sport, il a changé très rapidement et voilà, il a évolué à une vitesse en peu de temps, je trouvais. Et toi, tiens, toi, pour l'histoire, toi, qu'est-ce que tu en penses des premiers pas, donc des premiers moments du college football? Alors, concrètement, le college football, c'est la première version hein, du foot US aux États-Unis. Hein. Je veux dire, il est plus ancien que la NFL. Hein. On se souvient en 2019, le college football avait fêté ses 150 ans et l'année qui suit, la NFL avait fêté ses 100 ans. Donc voilà, donc factuellement, il est 50 ans plus ancien. C'est ça. Alors, il faut faire attention quand on parle de college football. C'est-à-dire que officiellement,
en tout cas l'acte de fondateur du college football, c'est ce match entre Princeton et Rutgers en novembre 1869. 1869, vous vous rendez compte un peu? Incroyable. Alors, il faut mettre un peu des pincettes. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que Princeton ne s'appelait pas Princeton, il s'appelait College of New Jersey à l'époque, C'est et ça, c'est que ça. déjà les noms des facs ne sont pas les mêmes. Et puis voilà, Exactement. il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand on parle de college football, il ne faut pas s'attendre à 11 mecs contre 11 mecs avec les poteaux qu'on connaît, C'est les ça. billards à faire, etc. Non, concrètement, c'était 25 contre 25. Et c'était, il y avait pas de, c'était du foot à nous, du poker. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ces règles-là. Donc voilà. Donc après, il y a eu un espèce de, c'était un peu le bordel. C'est-à-dire que tout le monde jouait avec ses règles. C'est-à-dire que si vous, là, donc le premier match, il y a eu lieu à Rutgers. C'est-à-dire c'est Rutgers qui faisait les règles qu'ils voulaient. Il y a eu un retour à Princeton. C'était sous les règles de Princeton. Enfin voilà, ça a été pendant, on va dire, une bonne vingtaine d'années, c'était quand même le flou un peu artistique sur comment on pouvait jouer, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Mais voilà, mais factuellement, le premier match de college football historiquement, c'est ce Princeton-Rutgers de 1869. Mm. Un autre match qui est hyper important dans l'histoire, on va dire, du college football, c'est la rencontre Harvard et McGill qui a lieu en 1874, il me semble, dans mes souvenirs. Donc c'est la première fois que des règles un peu plus empruntées au rugby vont avoir lieu, c'est-à-dire que pareil, Harvard et McGill, donc McGill c'est une fac de Montréal, donc c'est une équipe canadienne en plus, vous voyez, et ils s'étaient mis d'accord sur un match aller-retour, grosso modo, un match avec les règles de Harvard, un match avec les règles de McGill, voilà, c'était commun à l'époque. Hein, Qui voilà. est complètement fou, mais c'était exactement ça, oui. C'est vrai, dit comme ça, on se dit avec le recul, est-ce que maintenant on accepterait des trucs comme ça? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça fait partie du folklore. Et ce match-là, il est hyper important parce que voilà, c'est la première fois que le ballon était porté à la main, ce genre de choses. Donc, en fait, on a pris, en fait, sous l'étiquette college football, il faut se rendre compte que au début, c'était très clairement du foot, du soccer et du rugby, de temps en temps un peu de rugby, de temps en temps un peu de soccer, avec des règles qui à l'intérieur changeaient, c'est-à-dire que des fois, bah, ils étaient 25 sur le terrain, des fois ils étaient 15, des fois ils étaient voilà, complètement en nombre aléatoire, et donc c'est pour ça que c'est compliqué, c'est complexe de se projeter et se dire ok, ça ressemblait à ça à l'époque, parce que finalement des traces, on n'en a pas tant que ça, il y a quelques articles de presse, Mm. etc., mais ça reste quand même très léger. Et voilà, il faut bien vous rendre compte qu'entre le sport qu'on connaît actuellement et le sport de départ, c'est deux visions totalement différentes. Mais voilà, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, ils ont pris un sport européen, en tout cas créé en Europe, le football ou le rugby, et ils l'ont mis un peu à leur sauce. Voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est que la sauce qui a été faite aux États-Unis a eu aussi des répercussions en Europe. Puisque certaines règles, et notamment la règle de laisser transformer au rugby, viennent du college football. Voilà, donc c'est assez marrant parce qu'à l'époque, voilà, pour scorer, entre guillemets, ce qui comptait, c'était pas laisser au rugby, c'était la transformation. Et en fait, Exactement. le college football a dit, mais c'est complètement con de ne pas donner du point quand on met un essai. Et en fait, ils ont adopté ces règles-là, et 10 ans plus tard, le rugby les a adoptées. Donc voilà, donc c'était un petit peu les règles allaient d'un côté et de l'autre de l'Atlantique avec voilà, on va dire des passerelles évidentes, puisque de toute façon, de manière générale, les gens qui jouaient, qui allaient à la fac, c'était des gens souvent très éduqués, hein, qu'on soit très clair à l'époque, donc issus soit de la bourgeoisie, soit de l'aristocratie, enfin voilà, des choses comme ça, qui avaient souvent des attaches encore au niveau de l'Angleterre ou des choses comme ça. Et donc, bah, voilà, c'est pour ça qu'il y avait une filiation importante. Donc voilà, c'est pareil, hein, je veux dire, la mixité sociale qui existe maintenant au college football, c'était pas du tout le cas. Hein. Je veux dire, c'était, pour clicher un petit peu, c'était quand même des blancs moustachus qui s'entraient dedans, quoi, voilà, pour faire un petit peu dans les raccourcis faciles. Exactement, raccourci très facile. Et à un moment donné, même, il y a eu donc il y a eu une espèce de fusion avec plusieurs FARC. Et je crois que c'est Harvard qui a décidé de ne pas y aller au départ, si je me trompe pas. Ou ouais. Bah, en fait, chacun prêchait Ouais, pour sa propre paroisse, quoi. Chacun exactement, avait ouais. ses intérêts, ses intérêts. Et effectivement, euh, en fait, au bout d'un moment, les mecs se sont dit, attendez, il y a un problème quand même sur sur les trucs. Il faut quand même qu'on uniformise un peu tout ça, parce que le but, c'était quand même bah, de se faire un peu plaisir, de jouer un peu les uns contre les autres, etc. Donc, il y a eu assez rapidement quand même une volonté voilà, de créer des règles communes. Mais c'est vrai que Harvard, au départ, a dit, voilà, non, non, on n'y va pas, parce que je crois que c'était par rapport au nombre de joueurs sur le terrain. Enfin, voilà. C'est ça, Chaque, c'est ça. en fait, chaque fac avait vraiment son propre vision de comment devait être joué ce sport-là. Donc, ouais, donc, il savait que, pareil, Yale a refusé un certain nombre de fois à y aller.
Donc voilà, donc pareil, au départ, il faut bien vous rendre compte que les équipes qui jouaient au college football, c'était le nord-est des États-Unis. Donc c'est historiquement, donc la première rencontre, c'est Rutgers-Princeton, donc deux facs du New Jersey. Hein, je crois qu'il doit y avoir une trentaine de kilomètres entre les deux facs. Après, voilà, Yale s'est rajouté, Harvard s'est rajouté, Columbia s'est rajouté. La troisième équipe à avoir joué au college football, enfin, en sens large, c'est Columbia, donc une fac de Manhattan. Donc voilà, donc ça reste au départ très centralisé sur le nord-est des États-Unis et petit à petit, on va voir que ça va. Bah, ce qui correspond à l'élite, c'était l'élite, c'était vraiment l'élite où les gens pouvaient se payer des études et tout. La preuve à Yale, Harvard et tout ça. Et la preuve maintenant, c'est eux qui, maintenant ils sont même, ils sont toujours séparés. C'est l'Ivy League, où t'en parles assez souvent. T'es assez passionné de l'Ivy League, Baptiste. On en viendra plus tard, mais tous ces grosses facs que vous connaissez, voilà, vous pouvez entendre Harvard, Yale. Oui, si vous le savez pas, Harvard, Yale, ils ont des équipes de football et encore qui existent quoi. C'est vraiment. C'est vraiment à part, quoi. C'est vraiment l'élite et ils ont leur division à eux, quoi, si on préfère, quoi. C'est toujours, c'est un peu toujours comme ça d'aujourd'hui, quoi. Après, voilà, c'est une élite footballistique plus qu'académique, on va dire, maintenant qui est Exactement. recherchée. Mais oui, il y avait cette volonté de s'unir et de faire en sorte voilà, de regrouper, on va dire, des facs qui avaient un intérêt un peu commun. On va en parler, on Bien va en sûr. parler un petit peu plus tard de la création des premières conférences. Voilà, mais il faut dire que c'était un petit peu le flou artistique. On va dire jusqu'à à peu près voilà, au début des années 1880, il faut bien vous rendre compte, 1880, je veux dire, c'est quand même un truc de malade. Hein. Le college football, pour vous donner un ordre d'idée, hein, le college football, quand il a commencé en 1869, nous avions Napoléon III à la tête de la France. Donc là, c'était. C'est incroyable. Ça permet un peu de se remémorer dans quel monde on était à ce moment. De manière générale, même les États-Unis n'étaient pas les États-Unis qu'on connaît. C'est-à-dire que, par exemple, l'Oklahoma n'était pas encore un membre officiellement de l'État, enfin, un État officiel. Des États-Unis, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est vous dire à quel point, déjà, même les États-Unis tels qu'on connaît étaient vraiment pas dans le même état que c'était maintenant. Donc, c'est assez marrant de dire ça. Donc, voilà, donc c'est un petit peu. Pardon, vas-y, Jo. Ouais, non, mais j'allais venir après, et j'allais venir justement, tu en as parlé. Et en 1873, voilà, le 19 octobre 1873, les représentants d'Yale, Columbia, Princeton et Rutgers se réunissent pour essayer d'unifier, on va dire, les règles et de trouver la même règle pour tout le monde. Et c'est là que tu en venais après. Donc, du coup, on a uniformisé les règles et on a réussi enfin à se mettre d'accord parce que, comme disait Baptiste en début d'épisode, les mecs qui recevaient leur format, nous on va jouer plus du rugby, nous on va jouer plus du soccer, et en fait c'était complètement voilà. Mais tu te dis comment tu peux faire un match aller-retour sur des trucs, mais c'était comme ça, c'était l'époque, et c'est comme ça que ça a été créé. Et là voilà, à partir de 1873, ils ont commencé à trouver des accords quand même pour unifier les règles. Donc ça a été quand même très vite malgré tout pour pouvoir essayer d'avoir le même sport pour tout le monde, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'avec ses limites, hein, c'est-à-dire qu'au départ, Bien il n'y sûr. avait que 4 facs, voilà, et c'est arrivé petit à petit, c'est-à-dire qu'on est passé de 3-4 facs qui jouent au college football, on est arrivé rapidement à une dizaine, toujours sur le nord-est des États-Unis, avec quand même Cal assez rapidement. Cal, la première saison de Cal, je crois que c'était en 1883, donc assez rapidement. Alors, pareil, à l'époque, il faut bien vous dire que ils ne se rencontraient pas tout le temps les équipes. C'est-à-dire que si historiquement, Cal, par exemple, jouait contre soit des high school, soit des équipes montées sur le machin. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Hein. Il ne faut pas vous rendre compte qu'ils faisaient des déplacements à travers les États-Unis. Cal n'allait pas jouer à Harvard ou Harvard n'allait pas jouer à Cal. Vous voyez ce que je veux dire? C'était souvent des rencontres un peu officieuses, entre guillemets. Il n'y avait pas vraiment d'institution telle qu'on la connaît actuellement maintenant avec la NCAA. Hein. C'était un peu des matchs, on se retrouve et on fait un match et voilà, on dit que c'est l'équipe de football de Cal qui a remporté ce match-là. Quoi. Voilà. Je caricature, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'était quand même très clairement moins uniformisé que c'était à l'époque. Mais effectivement, cette Intercollegiate Football Association, qui a été créée en 1873, c'est les premiers jalons de la future NCAA. Alors, toute proportion gardée. Mais voilà, ça a été on va dire les premières pierres à l'édifice. Bien sûr. Avec un homme essentiel, voilà, on l'appelle le père du football, le père de tous, quoi, Walter Camp, qui était vraiment un athlète parce qu'il a fait même plusieurs sports. Il a coaché même plusieurs sports à la fac aussi. Mais c'était un monsieur qui a assisté et qui a fait évoluer le football très rapidement et qui a. Alors, par moments, il était parfois critiqué aussi. Hein. Il était pas mal critiqué. Mais c'est ce monsieur-là qui mettait en avant et qui a. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui a
qui a instauré le football à 11 et ainsi de suite aussi par la suite. Et voilà, c'est vraiment lui qui a instauré le truc, quoi. C'est clair. En fait, c'est concrètement le jeu tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, à part la passe en avant. Mais les grands principes du jeu, c'est Walter Kemp. Walter Kemp, donc c'est un joueur, enfin un joueur et coach notamment de Yale. C'est ça. Voilà. Donc, il a très rapidement en fait œuvré pour la popularisation du sport, c'est-à-dire qu'il a participé alors encore qu'il était joueur, hein, c'est-à-dire qu'il avait 19-20 ans, il proposait déjà des choses, il participait aux réunions entre les facs, etc. pour, on va dire, voilà, pour faire évoluer le sport et chercher des alternatives et des choses pour faire évoluer, etc. Donc, dès qu'il a commencé quand même hyper rapidement. Donc, qu'on soit très clair, on lui doit énormément de choses. C'est-à-dire que le principe de line of scrimmage, c'est lui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mêlées type rugby. C'est lui qui a inventé la line of... Enfin, inventé, non. Mais Oui, qui a eu l'idée de proposer, voilà, la ligne de scrimmage, le ballon snappé, voilà, c'est lui qui l'a proposé. Le système de Dorn, c'est lui aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de se dire, bah voilà, nous maintenant, on va avancer comme ça. Alors, à l'époque, c'était 3 tentatives pour 5 yards, donc ça a changé un petit peu à ce niveau-là. Le système de points aussi a évolué, c'est-à-dire qu'avant, comme je vous disais, c'est que les essais, enfin en tout cas ce qu'ils appelaient essais, les futurs touchdowns, comptaient pas de points et c'était la transformation derrière qui comptait. Donc là, bam, système qui a changé. Alors, pareil, au départ, hein, c'était pas 6 points pour un touchdown, etc. Hein, ça a changé. D'ailleurs, le field goal valait plus de points que les TD à l'époque. Exactement. C'est assez marrant de se dire ça. C'est vrai que c'est pour ça que les kickers étaient les premières gros stars du college football, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'ils valaient tellement de points que voilà, c'était eux les très gros stars. Donc voilà, pareil, les premières formations offensives, en tout cas la réflexion sur les formations offensives, c'est aussi Walter Kemp. Alors à l'époque, pas de passe en avant, donc que des backs, c'est-à-dire qu'il y avait un quarter. En général, la formation que Walter Kemp mettait sur le terrain, c'était un 7K, c'est-à-dire c'était 7 membres de la ligne offensive, un quarterback, deux running backs, enfin halfback et un fullback. Donc vous voyez, hein, c'était assez rudimentaire, mais c'est ce qui fonctionnait à l'époque. Puisque comme je vous disais, il n'y avait pas de passe en avant. Donc voilà, le système de jeu était un petit peu rudimentaire, mais voilà, en tout cas, les premiers prémices, c'était lui, quoi. Et il avait trouvé aussi ses limites à un moment donné avec ce jeu, parce que les gens pouvaient garder le ballon. C'est pour ça qu'il insiste aussi le système de yard au départ pour passer certaines. Parce que sinon, il y a une équipe, des fois, elle gardait le ballon quasiment tout le match, et l'autre équipe n'avait pas le ballon, quoi. Donc c'était vraiment compliqué, quand même. Donc voilà, d'où il a, comme tu l'as dit, instauré le système de 5 yards automatique pour pouvoir avancer et obliger les équipes à avancer, quoi, sur le terrain. Ouais, et puis les scores étaient très faibles à l'époque. Hein, ce que je veux dire par là. Alors après, il y a eu le virage complètement opposé, c'est-à-dire qu'il y a eu des énormes scores. On se souvient du 222-0 Georgia Tech contre Cumber, je ne sais plus quoi. On va peut-être discuter un petit peu plus loin. Mais voilà, en tout cas, c'était des. En fait, on était vraiment dans un moment où on se tâtonnait sur à quoi doit ressembler ce sport-là. Mais c'est Walter Kemp qui a vraiment mis les premières lignes à l'édifice. Et c'était aussi, il allait quand même très très loin. C'est-à-dire que ce gars-là, il était aussi auteur, et c'est lui, les fameux All-American, c'est lui qui a créé aussi ce système-là, en récompensant chaque année les meilleurs joueurs, etc. Alors, effectivement, il avait, on va dire, des critiques, c'est-à-dire qu'il venait d'Yale et puis voilà, il était très East Coast biaisé, on va dire ça comme ça, comme on peut être un peu biaisé pour sa conférence maintenant. Ouais. Je ne vise bien sûr personne en disant ça, Joe, hein, tu le sais bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était progressiste dans sa façon de voir les choses et qui a fait effectivement évoluer vachement vite quand même le college football, parce que comme tu l'as dit, au bout d'une quinzaine d'années, on avait déjà quand même posé les jalons. Alors c'était que les jalons, mais on avait commencé à réfléchir sur à quoi le sport devait ressembler. Et du coup, après, on a évolué donc sur qui a échangé avec, je crois, c'était le coach de Notre-Dame, qui a monté la passe vers l'avant aussi à un moment donné. Et du coup, ça a fait aussi évoluer le sport un peu plus rapidement aussi, parce que comme tu le disais, c'était un 7-4 et tu n'avais pas de t'avais pas de passe, quoi. On courait tout le temps, quoi. Donc et c'est je crois que c'est ça, Notre-Dame qui cher Agus qui a inventé un peu la passe la passe. Alors, c'est que Knut Roukni, l'ancien head coach au début des années 1910 du côté de Notre-Dame, donc coach légendaire, bien évidemment. Il a été head coach de Notre-Dame à partir à 30 ans, je crois, un truc comme ça. Il était à la fois aussi directeur athlétique, enfin voilà. Personnage malheureusement décédé très tôt d'un accident d'avion, mais voilà,
pareil, c'est lui qui a encore une fois remis vraiment les derniers cas, c'était la passe en avant qui n'existait dans aucun sport, et c'est lui qui l'a officialisé, etc. Alors qu'on soit très clair, c'est pas lui qui a décidé d'un jour de faire une passe en avant, ça a été déjà fait, mais en fait les gens se sont dit mais est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, etc., etc. Enfin voilà. Et pareil, donc là, ça a permis de cadrer les choses, de dire ok, on a le droit, mais il faut attendre quand même. Pareil, factuellement, je crois que c'est 1913, il me semble, la passe en avant, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que 1913, c'est 46 ans, enfin 44 ans après le début du college football. Donc, vous voyez, donc il a fallu 44 ans quand même avant qu'on arrive à la dernière vraie révolution en termes de jeu. C'est le fait de pouvoir passer la balle en avant. Et du coup, voilà, c'était la petite aparté, mais il fallait le dire, je voulais le préciser aussi dans l'évolution du sport, parce que voilà, là on parlait de ça et je voulais le dire, même si on a sauté une étape, mais on revient un peu en arrière. Et là, du coup, l'expansion du college football, d'où là avec l'université de Michigan qui entre en action, on va dire, en 1879, et avec l'université de Chicago, Northwestern et Minnesota, qui ont un peu fondé un peu la Big Ten. Baptiste, tu me dis si je me dis une bêtise, mais c'est un peu ça, quoi. Non, c'est tout à fait ça. Ils ont fondé alors, ce qu'on appelle la Conference of Faculty représentative, ou alors, notez le nom, Western Conference. Assez marrant quand on sait comment sont faits les États-Unis. Donc effectivement, il y a 7 équipes qui ont fondé cette conférence-là: Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Chicago, Purdue et Northwestern. C'est l'ancienne Big Ten, tout simplement. Le nom a changé, mais voilà, c'est l'ancienne Big Ten qui est la conférence la plus ancienne du pays. Alors, Chicago a quitté la conférence en 1936, il me semble. Pourtant, c'était d'une des facs, les Maroons, c'est une des facs les plus mythiques du college football, avec notamment Amos Alonso Stagg, ancien head coach, joueur et head coach. C'est ça. Mais voilà, on va en reparler après, mais voilà, ça fait partie des évolutions du college football. C'est aussi les facs qui ont décidé au bout d'un moment d'arrêter. On mentionne, je vais le mentionner très rapidement, mais Harvard, après avoir commencé à jouer, a arrêté pendant une dizaine d'années aussi, parce que la fac trouvait le sport trop violent. On va revenir aussi dessus. Et a arrêté je crois, entre 1870 et 1880, un truc comme ça. Donc voilà, il faut bien vous rendre compte que les critiques qu'on fait à l'heure actuelle au college football et au foot US de manière générale, existent toujours. Elles ont toujours existé. Elles ont toujours existé. De la même façon, les casques, qui font quand même très clairement partie des choses les plus... quand on pense foot US, on pense aux casques. En fait, la première apparition des casques, c'est 1893, d'accord? C'était pendant un match Army-Navy. Oui, forcément, j'ai envie de dire, l'armée qui porte un casque, ça me semble assez évident. Et en fait, c'était... alors, de tête, je ne sais plus si c'est un joueur de Army ou Navy qui portait un casque, mais c'était sous conseil de son docteur en lui disant, t'as pris trop de coups à la tête, il faut que tu te protèges ta tête. Donc voilà, 140 ans avant, on était déjà sur la même chose, c'est-à-dire la protection des joueurs. Et donc, c'est pour ça que les casques sont arrivés. Pareil, quand on parle de casque, on parle de trucs en cuir, un peu rembourrés. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. On voit les premières images, il n'y avait pas de grille devant, il n'y avait rien. Voilà, c'était très, très. Voilà, on dit on met un casque pour dire qu'on met un casque. Rappelez-vous, de toute façon, on est avant la Première Guerre mondiale, donc déjà, voyez un peu comment on était. Et ensuite, comme l'a dit Baptiste, voilà, on revient. Là, il y a eu des gros problèmes, dont les facs qui ont arrêté, les grosses facs connues comme Harvard, comme il l'a cité. Il y a eu des gros problèmes. Il y a des gens qui sont décédés sur le terrain, clairement. Voilà, c'était vraiment des moments très, très violents. Et du coup, il y a un moment donné, je crois que il y a un sacré paquet de joueurs. Je sais plus, ça devrait être. Je vais essayer de le retrouver ça après. Mais il y a énormément de joueurs qui ont été gravement blessés. Non, des commotions cérébrales, bien évidemment, sauf qu'on connaissait pas le mot, mais à l'époque, ça existait déjà, bien évidemment. Rentrez-vous dedans. Voilà. Il y a pas, vous êtes lancé avec le ballon, on vient vous percuter. Voilà, en tant que running back, en tant que rugbyman ou en tant que tout ça, de toute façon, les commotions cérébrales, c'est tout simplement, on n'avait pas le mot dessus à l'époque et on n'avait pas tous les moyens qu'on a maintenant pour évaluer ce que c'était. Mais imaginez quelqu'un qui joue au foot américain, comment il devait finir un match. Et le mec, il rentrait sur le terrain, imaginons, il avait déjà une commotion cérébrale, il en prend une deuxième derrière, voire une troisième. Je pense que le cerveau ne devait pas trop. Et du coup, voilà, d'où l'intérêt des facs qui ont arrêté, parce que vraiment, c'était devenu trop, trop dangereux. Et je crois que même l'État américain s'était même penché sur la question à l'époque
pour éviter pour dire faut arrêter ce sport, quoi, à un moment donné, presque. Alors, et puis, il faut se dire aussi un truc, hein, c'est que Travis Hunter n'a rien oublié, hein. Les mecs qui jouaient double plateau à l'époque, il y avait quasiment que ça, hein. Donc, tu jouais en attaque, en défense, et le style de jeu était très violent. C'est-à-dire que c'était quand même cette formation-là, donc avec 7 mecs sur la ligne offensive, et voilà, c'était pareil, c'est difficile à s'imaginer, mais il y avait énormément de chocs, énormément de choses. Enfin, c'était hyper violent. Et puis voilà, il y avait une dimension, enfin, vous savez comment ça fait, hein, des garçons qui jouent avec un ballon, bah, il va être plus fort que les mecs en face. Et donc voilà, donc il y avait l'absence de règles très claires sur certains contacts, etc., avait rendu le sport très dangereux. Et comme tu l'as très bien dit, je crois que c'est en 1905, hein, Theodore Roosevelt, qui était président des États-Unis, C'est ça. a lancé quand même une réflexion sur la dangerosité du sport. Alors, avec le recul, il y a des gens qui ont dit, ouais, il a essayé de arrêter le sport, etc. Non, c'était pas forcément le cas. C'est plutôt une réflexion parce que je pense que c'est très compliqué d'interdire le sport. Je pense qu'il commençait déjà à être trop ancré. Et en tout cas, il y avait une réflexion sur la dangerosité parce que voilà, il y avait plus de 15 morts par an. Hein, Là, en 1905, il compte 10, voilà, je l'avais noté de côté, 19 décès dans tout le pays. Voilà, par rapport au football. Et du coup, voilà. Sachant qu'il y avait pas tant d'équipes que ça non plus. Hein. Exactement. 19 décès, je sais pas si on se rend compte, mais c'est déjà énorme. Hein, et du coup, voilà, Theodore Roosevelt, comme tu l'as cité, il menaçait peut-être d'interdire le jeu s'il n'y avait pas un changement radical des règles. Et ça, c'est ça quand tu as le président des États-Unis qui parle, on sait leur force, on sait leur truc. S'ils mettent le nez dans le sport, à un moment donné, et qu'ils annoncent, voilà, on menace si vous faites pas si vous corrigez pas vos règles, à un moment donné, ça peut plus aller, quoi. Ça peut plus aller, quoi. Donc, oui, après voilà, il y avait pareil, hein, Theodore Roosevelt. Alors de mémoire, j'arrive pas à me souvenir, mais je pense qu'il a dû faire une Ivy League. Enfin, le poids du football était quand même important. Je pense que le but c'était que le sport reste, mais qu'il le rende plus moins violent et moins mortel, hein, aussi simple que ça. Parce que je pense que c'était pas bon sur le long terme non plus et que ça a évité le développement du sport, qu'on soit très clair. Voilà, donc la passe en avant fait partie de cette réflexion-là. C'est-à-dire en faisant des passes, etc., et en aérant le jeu avec un peu moins de contact entre les coureurs et les défenseurs. Ça fait partie de tout ça. C'était une réflexion quand même de sécurité avant d'être une réflexion purement sportive. Ça a été une réflexion sportive, on est bien d'accord, mais c'est aussi une réflexion de sécurité. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et après, donc du coup, voilà, donc là on était en 1905 et à partir de 1906, voilà, on va vraiment moderniser, innover un peu plus le sport, un peu plus ce sport qui nous tient tant à cœur. Et du coup, on a une évolution, comme dit Baptiste, voilà, la passe en avant et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des choses qui ont évolué. Donc là, on va dire, on fait un bond quand même de 1906 à 1930 à peu près sur une grosse modernisation au niveau des règles. Et du coup, comment dire, il y a quand même eu. Ils ont fait le nécessaire pour faire évoluer ce sport vraiment de l'avant. Et là, pareil, c'est une nouvelle dimension que reprend le college football parce que là, ça change vraiment le tout. Et d'avoir modernisé ce sport, et là, par contre, là, ça prend un élan et ça va lancer vraiment le college football sur une phase vraiment ascendante. Et là, le pays va tomber encore plus amoureux de ce sport, quoi. C'est clair, parce que ce qui est parti d'un sport complètement régional, hein, avec vraiment, comme on disait, le nord des États-Unis, ça, au moment de 1913, il y a quasiment des équipes partout, hein, qu'on soit très clair. Même sur la côte ouest des États-Unis, je veux dire, toutes les grosses facs que vous connaissez maintenant, elles ont une équipe de college football à ce moment-là, hein, qu'on soit très clair. Le Sud, enfin, se réveille. Le Sud le college football commence à prendre la place qu'il a presque actuellement. Voilà, c'est devenu une institution nationale, qu'on soit très clair, puisque c'est joué un peu partout, les équipes sont un petit peu partout, et que voilà, il commence à avoir des idées aussi pour intéresser le pays de manière globale. C'est-à-dire que le public, ouais. Tout à fait. On a parlé de Walter Camp tout à l'heure. On a parlé de Amos Alonso Stagg, le coach de Chicago. Walter Camp, après avoir entraîné Yale, il est parti entraîner Stanford, donc Stanford côte ouest. À la fin d'une saison, en 1902, ils se sont dit avec Alonso, avec Stagg, ils se sont dit, et si on se rencontrait, parce que Stagg avait joué pour Camp à Yale, il dit, si on faisait un match. Et voilà, est né
les prémices du Premier Bowl entre une équipe de l'Est des États-Unis, une équipe de l'Ouest des États-Unis. Exactement. Je ne vais pas vous faire un dessin sur quel match ça va donner après, à partir des années 1912. Voilà, concrètement, le bowl est né, le Rose Bowl est né d'une manière générale. Donc voilà, donc petit à petit, vous voyez comment par-ci, par-là, on commence à avoir tous les ingrédients du college football qu'on connaît actuellement. Et le college football, cette qualité qu'on adore, c'est ce régionalisme couplé au nationalisme de manière générale. Enfin, nationalisme non, mais l'aspect national, l'aspect national de tout ça. Donc voilà, donc il est déjà présent. Les conférences commencent à naître. On a parlé de la Big Ten, mais voilà, il y a la Southwest Conference. Enfin bref, on ne va pas vous faire toute la liste, mais l'ancêtre de la Pac-12 est créé aussi. Enfin bref, tout se met en place petit à petit. La question de qui doit être champion se pose aussi, etc. etc. Les débats sont exactement les mêmes. Alors effectivement, on n'est pas à l'ère d'Internet, etc., etc. Et tout prend un peu de temps. On a un peu du mal à savoir qui doit rencontrer qui, etc., etc. Mais voilà, le sport passe à un autre cap. Alors, il n'est toujours pas ouvert aux personnes issues des minorités, hein, qu'on soit très clair. Mais voilà, est clair, oui. en termes de géographie pure, qui était juste un sport de banlieusards new-yorkais est devenu un sport national, au même titre que le baseball à l'époque. Et voilà, et on est passé sur une autre dimension. Et petit à petit, c'est devenu le sport le plus populaire des États-Unis, quoi. Et voilà, clairement, on est passé dans l'ère moderne après, Baptiste, si je saute pas d'étape, mais c'est l'ère moderne après, à partir voilà, parce que là, on est passé, comme l'a dit Baptiste, donc de 1930 à 1900, on va dire 58, voilà, il y a eu l'évolution, et on est passé donc de régional à national, et du coup, ce qui a fait aussi créer les histoires et les rivalités aussi de college football qu'on aime tant, même si aujourd'hui, on y reviendra plus tard, mais c'est un vaste débat et on pourrait en parler des heures avec Baptiste, de savoir comment l'évolution du college football est en train de prendre. C'est un autre débat. Mais là, si on se réfère à ces dates-là, quand tu passes au niveau national, oui, c'est là qu'il commence à avoir, toujours géographiquement au départ, et après avoir ces rivalités que l'on crée et du coup l'ère moderne du college football à partir de 1958 où vraiment là on entre vraiment dans un, comment je pourrais dire, dans ce sport qu'on aime tant et qui commence à être un peu plus qui est un peu plus encore développé au niveau national où il y a carrément maintenant les télévisions qui viennent filmer et les premières rencontres et tout et c'est complètement dingue parce que les stades commencent à se remplir et c'est vraiment et c'est là qu'on voit la densité américaine qui commence à prendre le pas dans les stades et tout ça et que ça commence à grandir, quoi. Après, voilà, il y a aussi un facteur on va dire, dans le développement quand même du college football de manière générale. On va revenir un peu en arrière, c'est la starification quand même. Je pense à Jim Thorpe, voilà, un ancien athlète olympique. Enfin, il a été athlète olympique après, mais il est ancien joueur de baseball, de football américain. Enfin bref, ces mecs-là, c'était des stars. Et comme c'était des stars, forcément, ça rendait populaire. Red Grange, le running back de Illinois, pareil, c'était des stars nationales. Et en fait, ce sport-là aussi, sa popularité a grandi grâce à ce type de talent-là, qui n'était pas forcément présent dans les autres sports, parce que je pense que ce sport attirait aussi. Il attirait les jeunes gens qui voulaient jouer à ça, en fait, hein, je pense. Aussi simple que ça, comme nous, les jeunes, ils veulent jouer au foot, hein, d'une manière globale. Je pense que les jeunes de l'époque, ils voulaient faire du football américain. Donc voilà, donc ça s'est starifié. Et effectivement, après, il y a eu on va dire qu'il y a eu quand même des changements globaux. J'ai parlé de Chicago tout à l'heure. Chicago, donc les Maroons, membres fondateurs de la Big Ten, qui en 1936 disaient on arrête le football parce que académiquement, parce que nous on est une bonne fac, et on ne veut pas que le football prenne le pas là-dessus. Et c'est toujours tout le cas. La fac de Chicago est hyper réputée, hein, ça c'est clair. Les Maroons se jouent maintenant en Division 3, donc la plus faible, mais voilà, ils sont toujours présents. Voilà, il y a des choix, en fait. Ceux qui restent au college, en tout cas les facs qui ont décidé de se consacrer au college football, sont consacrés à fond. Et en fait, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu te lances à fond là-dedans, soit tu es mort d'une certaine façon. Et c'est un peu à l'école américaine. C'est un peu à l'école américaine. C'est comme ça. Tu peux tomber 10 fois, tu peux te relever 11 fois, mais si tu as envie d'y aller, vas-y à fond. Et c'est typiquement américain. En fait, tu joues le coup à fond. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils créent des entreprises, ils chutent, ils remontent. Ça fait partie de leur culture. Et comme tu dis, c'est
c'est un symbole de réussite et tu as besoin d'aller, tu as besoin de montrer que que voilà, tu vas à fond parce que si tu vas, comme tu dis, pas totalement, de toute façon, oui, tu finis par t'effondrer, quoi. Tu te fais manger, on va dire, tu te fais croquer, quoi, tout simplement. C'est tout simplement, voilà, l'Amérique, quoi. C'est comme ça, on peut le dire, on peut le résumer un peu comme ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Baptiste. Non, non, mais c'est à peu près ça. De toute façon, Ouais. hein, c'est la dualité de l'Amérique avec effectivement hein, le côté très ouvert et ce côté voilà, un petit peu raciste par moment, hein. Il faut attendre les années, quasiment les années 60 avant de voir un joueur afro-américain pouvoir poser le pied sur un terrain. Enfin, vous voyez que Bah, enfin voilà, aussi et, pareil, factuellement, il y a plus eu de moments où il n'y avait pas de joueurs noirs américains que de moments où il y avait effectivement bah, des Afro-Américains qui jouaient. Donc, il y a, c'est assez marrant de se dire ça, quoi. il faut savoir encore quand même, là je fais la petite aparté, mais il faut savoir Mm. quand même il existe quand même un combat spécial pour encore aujourd'hui, pour les facs afro-américaines ou je sais plus comment on appelle ça, mais c'est des facs qui se rencontrent que entre elles, quoi. Il n'y a Ouais. pas de. Je sais plus comment elles s'appellent, mais Baptiste, tu connais mieux que moi, mais Les HBCU, HBCU, ouais, Historical c'est ça. Black and College and Universities, hein, demain, il y a un match d'ailleurs il y a un match qui a lieu entre deux facs de HBCU en ouverture de la saison FCS. Il y a un bowl qui est réservé, on se souvient, hein, un des premiers bowls de l'année, c'est aussi un bowl entre deux HBCU. Donc effectivement, on va dire cet aspect un peu séparé, il peut encore exister à l'heure actuelle. Et ça, de toute façon, le college football on va dire, et tout est lié d'une certaine façon. L'histoire de l'Amérique, et on récolte tout ça et ça n'a pas tant changé que ça finalement. Et même s'il y a Non. eu des évolutions, il y a quand même des choses les traditions font partie de ce sport-là. Et il y a des choses qui n'ont pas changé voilà, vis-à-vis de l'histoire des États-Unis, on va dire. Exactement, exactement. Et ça. Et oui, et tu te demandes encore, de toute façon, on le voit bien hein, quand tu vas au fin fond du Wisconsin, du Texas et tout, on voit bien qu'il y a des fois, moments, des formes de racisme qui existent encore. Et je cite ces deux hôtels-là, j'aurais pu citer d'autres, mais voilà, il y a encore, c'est encore bien présent, malheureusement, dans leur pays et ça existe encore, malheureusement, et partout dans le monde. Mais là-bas, c'est quand même encore un peu à part. Moi qui suis allé et qui adore aller là-bas, par moment, tu vois des choses, c'est limite encore choquant de ce qu'on peut voir. Mais bon, un éternel débat. Après, tout à fait. Non, non, mais c'est sûr, hein. Et puis, c'est une réflexion générale, sociétale, surtout avec voilà, le président qu'ils ont à l'heure actuelle et qui voilà, n'aide pas forcément sur l'unification de son pays. Mais bon, ça, c'est un autre débat, bien C'est un autre évidemment. débat. C'est un autre débat. Après, voilà, pour mettre effectivement de l'eau dans ton moulin, il y a une chose qui a fait que le sport est aussi devenu national, c'est l'arrivée des télévisions dans les foyers, hein, comme tu l'as très, très clairement dit. Voilà, années 60, années 70, les premiers matchs télévisés sur antenne nationale. Voilà, on se souvient du Arkansas, Texas Game of the Century avec le président Nixon qui est présent. Enfin, tout ça, ça fait partie voilà, des choses qui sont hyper importantes. Et ce qui était, comment dire, les matchs qui restaient entre deux facs pouvaient maintenant être entre un pays entier, quoi. Notre-Dame a eu cette réputation-là d'attirer voilà, on appelait ça Subway Alumni, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire des gens qui supportent Notre-Dame sans être allés à Notre-Dame et avoir une fanbase vraiment nationale, parce que Notre-Dame, c'est une toute petite fac, hein. Alors de mémoire, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'étudiants qu'il y a, mais c'est vraiment très faible. Et donc des alumni de Notre-Dame aux États-Unis, il n'y en a pas 150. Enfin, il y en a plus de 150, mais il n'y en a pas énormément par rapport à quand on compare à Clemson, par exemple, ou Oklahoma State. Donc voilà, cette capacité qu'ont eu les facs à se transformer en marque, on va dire, nationale, comme les grandes équipes finalement de foot, enfin, grandes équipes sportives comme les Lakers, comme les Dallas Cowboys, comme le Real Madrid, Manchester United, enfin bref, vous voyez Bien il y a sûr. Notre-Dame après ça, quoi. Bien sûr. Et pour t'appuyer là-dessus, c'est les gens qui ont été à la fac à tel endroit ne vont pas aller, ou même les petits-enfants, c'est rare qu'ils supportent une autre fac. C'est parce que le Mm. papa était là-bas, la maman était là-bas, ou voilà, ou le grand-père et tout ça. Et c'est très, très ancré, comme on dit, et qui
permet aussi de créer les rivalités dans cette famille parce que bah, quand tu as une famille, bah, tu te maries avec une fan, j'ai une bêtise, mais tu vois, tu peux te marier avec une fan de USC et USC Notre-Dame, on sait que c'est une rivalité historique du college football, quoi, par exemple, quoi, tu vois, c'est quand même. C'est le terme house divided, comme ils appellent là-bas. Voilà, et effectivement, c'est des choses qui sont hyper importantes dans un bouquin que. Alors, j'ai plus le titre en tête, que je lisais sur, voilà, sur un mec, sur un bouquin d'histoire du college football. Enfin, le gars était originaire du New Jersey, je crois, et il débarque dans l'Alabama quand il est jeune. Et la première question qu'on lui a posée, c'est Alabama ou Auburn. Donc, vous voyez à peu près l'impact que ça peut avoir. Et c'est un impact qui est toujours aussi présent au fil des années. C'est-à-dire que de la même manière que, comme je vous dis au départ, c'était un jeu d'aristocrates, de bourgeois, etc. Il y a quand même une démocratisation des facultés de manière globale. Hein. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus simple. Je me dis, je sais pas que c'est simple, c'est plus simple d'aller à la fac maintenant aux États-Unis que ça l'était il y a des années. Donc forcément, voilà, il y a beaucoup plus d'étudiants, donc potentiellement une fanbase de beaucoup plus importante aussi. Je veux dire, voilà, on parle de Central Florida. Central Florida, c'est 40 000 étudiants. Hein, parce que voilà, il faut se rendre compte de la taille des trucs. Hein, donc les facs sont souvent très grosses. Et donc ça veut dire potentiellement ce nombre de fans et potentiellement voilà, des gens qui, après leur fac, vont aller partir au Qualcomm des États-Unis. Et donc il y a ce côté quand même national qui est de plus en plus présent au niveau du college football, c'est sûr. On va dire que voilà, au niveau voilà, régional, les identités, on va dire clairement, c'est les identités NCAA, college football, et la NFL, voilà, c'est plus national. Tu peux, voilà, eux, ils ont plus démocratisé ça à l'aspect national. Donc, tu peux être très bien à Chicago et fan de San Francisco. Voilà, il y a pas de voilà que en college football, ben voilà, comme tu le dis, c'est bien plus régionalisé. Et du coup, dans l'ère moderne, qui dit ère moderne, dit création des bowls, hein, Baptiste, bien évidemment. Et là, on va y venir parce qu'on a commencé, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, il y avait un match, donc c'était un bowl en 1930, le fameux, hein, le tout premier. Et derrière, après, on a évolué assez rapidement quand même. Hein, au bout de 1940, 5 bowls, 50, 8 bowls, 1968 8 bowls, 1970, 8 bowls. Et après, à partir de 1980, 15, 19. Et on a augmenté les bowls jusqu'à maintenant. Et vraiment, et ça, pareil, pour moi, c'est l'essence même du college football. C'est l'objectif numéro un déjà d'un programme, c'est d'aller jouer un bowl. Et après, si tu vas plus loin, tu vas plus loin. Mais cet aspect-là, et on sait que dans certaines facs, c'est parce que tu sais que tu peux pas aller jouer le titre, tu peux pas combattre avec les gros monsieur. Mais jouer un bowl est tellement important pour un programme que ça apporte une fierté, ça apporte beaucoup de valeur à une équipe et à une fac d'aller jouer un bowl. Je sais pas si tu me comprends dans ce que je dis, mais je trouve ça, c'est vraiment hyper important, quoi. Ah, c'est sûr, hein, je veux dire, le fait d'être allé jouer un bowl du Nouvel An contre Notre-Dame il y a 4 ans maintenant avec Oklahoma State, je veux dire, c'était une grosse fierté. Enfin voilà, ça fait partie de ces choses-là. Et à l'époque, ça l'était encore plus parce que, comme tu l'as dit, il y avait quand même moins de bowls. Quand tu allais jouer un bowl, c'est que ta saison, elle était parfaite ou quasi parfaite. Et donc, potentiellement, tu avais une chance de remporter le titre national. Parce que s'il y a toujours eu le bordel dans le college football, et même si maintenant ça s'est un petit peu calmé, c'est pour désigner le titre national. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, c'était simple. Vous prenez 1869, Rutgers a battu Princeton, Rutgers est champion national, il y a eu un seul match, merci, au revoir, ça c'est fait, quoi, voyez. Mais il y a des années, je crois qu'il y a une année, il y a 5 champions nationaux différents. Donc vous voyez un peu le bordel que ça peut être. En 1945, par exemple, je sais qu'Oklahoma State, nous, on dit on est champion national, alors que théoriquement, ça va être Army. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça a été très longtemps un petit peu le bordel, pour parler poliment. Et ces bowls-là avaient tenté un petit peu de mettre un petit peu de voir un petit peu plus clair. Ça n'a pas été toujours le cas, qu'on soit très clair, hein, parce qu'il faut attendre très clairement le passage au BCS dans les années 2000 pour avoir un consensus à peu près sur le champion national. Encore que UCF en 2016 va dire qu'il n'y avait pas de consensus. On y reviendra après parce qu'il y a des choses quand même qui sont passées, c'est improbable. Mais on y reviendra après. Mais voilà, le bowl en tout cas avait ce rôle-là. Et puis voilà, il y avait aussi cet aspect
récompense, hein, qu'on soit très clair sur une saison réussie. Parce que voilà, les bowls sont jouants, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Bon, sauf quand tu vas jouer le famous Idaho Potato Bowl à Boise et qui fait -15, mais sinon, bah, tu joues en général quand même soit en Floride, soit au sud du Texas, soit en Californie pour jouer ton bowl, donc c'est quand même plutôt cool. Voilà, vous connaissez les bowls majeurs, hein, Rose Bowl, Sugar Bowl, Chesta Cotton Bowl. Bowl, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des bowls qui font partie des plus anciens, avec le Sun Bowl aussi, bien évidemment. Et donc voilà, c'était une vraie récompense. Tu jouais contre un gros adversaire que tu rencontrais quasiment jamais, dans un match important qui pouvait décider ou pas d'un titre national, mais ce n'était pas forcément l'objectif numéro un quand même, hein, de l'époque. Je pense que certains programmes, ça l'était, mais ce n'était pas non plus une fin en soi. Voilà, il y avait cet aspect récompense du bowl, surtout que ça n'a pas changé, hein. C'était souvent sur le niveau des fêtes de fin d'année. Je veux dire, le Rose Bowl, ça fait bientôt 100 ans que c'est le 1er janvier. Donc voilà, donc il y a eu cet aspect récompense, presque cadeau de Noël, qui a toujours existé. Et voilà, c'était hyper important, une fierté, comme tu l'as dit, d'aller jouer un gros bowl, quoi, ça c'est clair. Ben, on le voit, hein, quand des programmes, on va dire des programmes qu'on n'a pas l'habitude de voir, se déplacent et vont, je dis une bêtise, bah, tu vas aller jouer contre Oklahoma, nous, je me rappelle, bah, Clemson, on avait rarement joué, mais tu vas jouer Kentucky à une époque. Voilà, là, bah, on a joué Texas alors qu'on n'a jamais rencontré Texas en college football. C'est quand même un truc à part, quoi. C'est vraiment, bon là, c'est avec les nouveaux playoffs, c'est un peu mélangé, mais bref, ça n'empêche pas quand même tu rencontres des équipes que tu n'as pas l'habitude de rencontrer et ça, puis ça te permet aussi à des jeunes qui n'ont pas, parce que maintenant je parle actuellement, on peut dire la difficulté de certaines familles et tout, ça permet d'apporter une éclair aussi dans la vie de certains et de dire, bah, tiens, regarde ce qui se passe ailleurs parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur état et tout ça ou de leur petite ville. Et du coup, tu les emmènes de l'autre côté du pays, ça profite, ils sont une semaine là-bas, ça leur change la vie ou d'autres choses. Et du coup, ça permet aussi, c'est l'ampleur du bowl que maintenant c'est tellement maintenant c'est même la course un peu au sponsor pour avoir lequel va avoir tel bowl et tel bowl. C'est tellement devenu une machine ce phénomène-là que bah, les sponsors et tout se battent même pour avoir certains bowls parce que c'est tellement important au niveau financier qu'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, mais à l'époque, mais même aujourd'hui, même dans les années 90 ou 80, jouer un bowl, c'était vraiment essentiel pour les programmes et ça permettait de se faire remarquer aussi et d'avoir, comme tu l'as dit, une fierté, bien évidemment. Hein, bien évidemment. C'est sûr, là, l'aspect financier rentre en ligne de compte, puisque voilà, c'est très clairement les décisions qui sont prises à l'heure actuelle dans le college football. Il y a quand même un aspect financier qui prend une part trop importante à mes yeux, mais en tout cas une part importante, voilà, dans la réflexion. Mais voilà, qu'on soit très clair, hein, les trucs d'argent, ça a toujours été le cas, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, voilà, il y a des affaires de corruption, de paiement de joueurs sous le manteau. Enfin, je veux dire, tout ça, ça a déjà existé, puisque le statut d'étudiant athlète, il date quand même de très longtemps maintenant, au début des années 1900. Et qu'il y avait cet aspect amateur, que Jim Thorpe, j'avais parlé de lui tout à l'heure, il a été double médaillé olympique au JO de Stockholm. Dans un premier temps, ça lui a été enlevé parce qu'il avait gagné de l'argent en étant sportif professionnel. Enfin, voilà, donc qu'on soit très clair, ces questions d'argent et de payer sous le manteau, ça a toujours existé. Il n'a pas fallu attendre les années 80 pour que ça arrive. L'ANIL existait déjà. C'est ça, exactement. Très bien, très bien, très bien. Voilà, c'était la petite aparté. Voilà, Baptiste a employé le terme BCS tout à l'heure et on va y revenir rapidement quand même parce que de BCS, tu as quand même à l'époque, alors moi, je suivais encore pas le college football et tout, mais c'était un ordinateur qui définissait le vainqueur de l'année, je crois, si c'était bien ça. Alors, en fait, il y avait. Alors, concrètement, en fait, c'est vite posé la question de savoir qui était champion national. Parce que alors, quand il n'y avait que 2 équipes qui se rencontraient, c'était simple. Le vainqueur du match était champion national, merci, au revoir. Sauf que quand on arrivait à une vingtaine d'équipes, qu'elles ne pouvaient pas tous se rencontrer, qu'elles ne jouaient pas le même nombre de matchs, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a certaines équipes qui jouaient 2 matchs par saison, et certaines équipes qui jouaient 8, enfin voilà. Ouais. Donc, vite, c'est posé la question de comment on décide de qui est champion national. Donc, vite, les équipes ont joué 11 matchs, toutes, donc ça a déjà aidé. Mais c'est pareil, après, on est vite arrivé à une centaine d'équipes en première division FBS. Et donc, c'est dit, mais si les 2 équipes sont à 10-0, comment on sait qui a gagné? Donc, heureusement,
Il y a des bowls qui sont arrivés, mais les bowls, vous savez que ils ont des contrats avec les facs, avec les conférences. Pardon. Vous savez que par exemple le Rose Bowl, contractuellement, c'est une équipe, historiquement, c'est une équipe de la Big Ten contre une équipe de la Pac-12. Sauf que, imaginons qu'une année, la meilleure équipe de la Big Ten, elle est effectivement classée numéro 1, mais une autre équipe de la Big Ten, elle est classée, enfin de la Pac-12, pardon, est classée 15e. Et vous jouez 1 contre 15, mais c'est pas une finale nationale. Donc, l'équipe qui est classée 2, je sais pas, une équipe de la SEC qui est classée 2 rencontre une équipe de la Big 12 qui est classée 3. Le vainqueur entre 2 et 3 pourrait peut-être dire moi, je suis champion national, j'ai battu le 3e, alors que le gars 1, il a battu que le 15e. Enfin, vous voyez un petit peu la complexité. Donc, arrive donc fin des années 90 ce système de BCS, parce que pareil dans les années 90 ça a continué à être le bordel, hein. Il y a plusieurs titres qui ont été on va dire claim par plusieurs facs. Donc au bout d'un moment les mecs ont dit bon merde stop, il faut faire quelque chose. Donc est arrivé ce qu'on appelait le BCS. Alors le BCS très clairement donc c'est Bowl Championship Series. Alors si ça s'est arrêté assez vite, c'est qu'il y avait quand même des on va dire des gros défauts. Mais concrètement le BCS, ça permettait à ce que fasse une finale nationale entre équipe classée numéro 1 et équipe classée numéro 2. Alors, la question, c'était de savoir qui choisissait ces équipes-là. Donc, Exactement. en fait, c'était un ordinateur qui faisait un agglomérat de plusieurs choses. Donc, il y avait la PayPal qui rentre en ligne de compte, il y avait des stats au niveau ordinateur. Enfin, voilà. C'était effectivement un ordinateur qui faisait le choix, mais le choix n'était pas forcément basé que sur un choix d'ordinateur. Donc, il y avait aussi un facteur humain qui rentrait là-dedans. Alors, très clairement, il y a eu des fois où ça a été un petit peu compliqué de comprendre pourquoi telle équipe ou telle équipe allait en finale nationale. Il y a une année particulièrement qui a mis le feu aux poudres et qui a mis fin au BCS, c'était l'année 2011 où LSU et l'Alabama se sont rencontrés en finale nationale alors qu'ils s'étaient déjà rencontrés en saison régulière quelques semaines avant. L'équipe qui s'est sentie lésée, c'était Oklahoma State, qui était classé 3e et qui avait potentiellement le talent, en tout cas sur cette année-là, pour remporter l'équipe nationale. Et en fait, on s'est rendu compte que ces systèmes-là étaient biaisés et que choisir que 2 équipes, c'était peut-être pas assez pour savoir qui était réellement le champion national. Voilà. Donc ça a été vraiment la grosse, on va dire, le gros point d'interrogation, c'était sur vraiment cette saison-là où on s'est dit, mais en fait, non, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc, à partir de 2014, il y a eu un système de play-off. D'abord à 4, puis à partir de l'année 2024, à 12. Voilà. Alors, le système à 4 n'était pas parfait non plus, qu'on soit très clair. Notamment, alors, il y a eu finalement assez peu d'années où ça a été problématique. Je pense que la première en 2014, où il y avait 6 équipes qui pouvaient jouer le titre national, qu'on soit très clair. Mais les autres années, je ne suis pas certain. Tu vois. Il y a les Florida State la dernière saison, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Il y a ça où pour le coup, la première année et la dernière année, ça a été là où, où il y a eu le plus finalement de discussions sur est-ce que le choix était bon. On va dire ça comme ça. Alors qu'on s'est basé sur des faits. Ils n'ont pas le quarterback, ils n'ont pas 6 comme pour Florida State. C'est complètement aberrant parce que à un moment donné, ils l'avaient mérité quoi qu'il arrive. Qu'on y revienne ou qu'ils n'y reviennent pas. Mais bref, quarterback, pas quarterback, blessé, pas blessé, les mecs, ils étaient là. Quoi. Donc, à un moment donné, tu peux pas te dire, mais le problème, il y a tellement, on en revient toujours pareil, l'argent, Baptiste, et ça faisait 2 ou 3 saisons qu'on avait un peu des blow-out un peu en demi-finale de college football et qu'on voilà, il y avait qu'une équipe sur le terrain et je pense qu'ils ont pris peur de ça et du coup, mais ça a créé un vrai scandale parce que sur la saison régulière, il y a du moins sur la saison régulière, on peut l'appeler comme ça, il y avait rien à redire, c'était complet quoi. Ils avaient fait le travail, le boulot, on va dire. En fait, et c'est arrivé des playoffs, en fait, a aussi changé le choix des équipes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a décidé d'avoir 4 équipes, mais ce choix des 4 équipes était fait par un comité, c'est-à-dire par des gens qui se rencontraient, qui décidaient quelles étaient les 4 équipes qui allaient jouer ces demi-finales-là. Donc, dans ce comité-là, et c'est là où c'est peut-être le bas blesse, il y avait des directeurs athlétiques, il y avait des mecs des conférences, hein. Il y avait quand même l'impression d'être un peu jugé parti d'une certaine façon de ça. Et quand tu as le directeur athlétique d'Iowa qui choisit qui va être en playoff, hein, tu te poses quand même des questions. Donc le système n'était pas parfait. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vite, entre guillemets, que quand on est passé à 4,
on savait que c'était la porte ouverte à des playoffs qui étaient plus importantes. Mhm. Et que ce passage à 12, bah, on n'est pas surpris. Et on ne sera pas surpris quand on passera à 16, par exemple. Et on ne sera pas surpris si on passe un jour à 32, tu vois. Alors, Ouais, c'est bon, peut-être c'est pas à pas la Coupe 32, du mais Monde à non 16. plus, mais faut qu'ils arrêtent quoi, à un moment donné. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a eu il y a pas si longtemps, sur la petite aparté, je sais plus quelle conférence réfléchissait peut-être à avoir plus d'équipes en playoff, mais à un moment donné, voilà, comme tu dis, moi je suis pas autant le college football aussi historiquement que vous, mais quand tu entends tout, ça va à une vitesse grand V et oui, comme tu dis, ben, faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde en playoff. Ça va finir par augmenter quoi qu'il arrive. Là-dessus, il n'y a pas de. Mm. La finalité, on la connaît. Mais ouais, de là à 32, ouais, je trouverais ça un peu bizarre. Mais ça va finir par y arriver. Après, c'est mon avis que personnel. Hein, c'est Bien pas. sûr. Voilà. On Non, a non, le mais droit de donner c'est notre clair, avis mais aussi. on est d'accord, non, mais c'est l'évolution naturelle entre guillemets des choses. Tu vois, le passage à Exactement. 16, il est quasiment acté, hein, c'est clair. Parce que voilà, il y a trop d'argent qui est en jeu et que voilà, on sait que c'est plus l'intérêt sportif qui prime, mais c'est les intérêts financiers, voilà, des chaînes télé, des conférences, etc., etc. Donc voilà. Et puis maintenant, pour le coup, il n'y a plus l'argument de on ne peut pas payer les joueurs sont pas payés, etc., etc. Donc cet argument-là qui était un petit peu qui était un peu avancé quand même, hein, sur le fait que bah, les joueurs ne vont peut-être pas jouer que 150 matchs par saison parce que bah, ça reste des étudiants quand même avant tout. Bah, maintenant que voilà, quand on voit que Rayola à Nebraska il touche 3 millions la saison, bah, l'argument il fait un peu moins mouche quoi. Donc voilà. Bon. Après voilà, c'est une évolution globale du sport. Après, Je- après, après, ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est vrai que ça mériterait un épisode complet là-dessus. Les mecs, ils faisaient des publicités, ils sont interviewés quand même par ESPN, une chaîne quand même qui est lourde au niveau sportif et international. Hein. ESPN, c'est quand même pas rien et tout. Les mecs, faut qu'ils soient pros devant les micros. Tu vois déjà qu'ils savent déjà parler devant le micro. Je pense que la fac les forme pour ça. Et à un moment donné, bah oui, tu as une image, tu représentes ta fac, tu peux pas. C'est à un moment donné, c'est pas simple à mettre en place. Et oui, bah, les joueurs ont peut-être raison, les facs ont raison aussi. Bref, il y a quand même des choses qui se passent et c'est pas simple à gérer, quoi. Je pense que. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Baptiste, mais c'est vraiment le truc. C'est compliqué à mettre, c'est compliqué à dire. On n'a pas, on peut pas vous rémunérer. Et d'un côté, ils disent ouais, mais vous êtes quand même encore étudiant et tout. C'est pas simple comme truc. Bah, c'est pareil, ça c'est un vieil héritage, hein, de toute Mm, façon, hein, c'est toujours les héritages d'eux. Là, c'est l'héritage de l'étude, enfin, de ce statut d'étudiant athlète mm, non professionnel qui ne pouvait pas être payé avant, etc., etc. Il y a des choses qui étaient plus en phase avec la réalité économique, de la maintenant, réalité bien sûr. du monde d'aujourd'hui. Donc, Mm, mm, mm. c'est une bonne chose. Après, c'est toujours pareil, c'est chacun il voit midi à sa porte, c'est-à-dire que Ouais. les facs, elles vont aller, voilà, elles veulent quand même gagner de l'argent, etc. Les joueurs, ils veulent aussi rémunérer, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste, hein, Il faut. c'est-à-dire que ces carrières-là, elles sont quand même relativement courtes. Mm. Tous n'ont pas la chance d'aller jouer en En NFL derrière NFL. parce que bah, c'est quand même un goût d'étranglement. Hein. Vous passez de quasiment 140 équipes en FBS à 30 équipes 32, ouais. 32 équipes, pardon, 32, en ouais. NFL. Donc, bah, faites le calcul, vous comprenez vite. Donc voilà, donc, c'est aussi une façon à eux de monnayer. C'est quand même eux qui ont, voilà, c'est eux qui sont sur le terrain, etc. Donc, Exactement, on voit exactement. les, Il faut on voit pas. les contrats télé, c'est normal qu'ils veulent une part ma- du gâteau aussi, quoi. Malgré tout, il y a des trucs, faut pas être anti-évolution non plus, quoi, parce que bah, à un moment donné, t'es obligé d'y passer, quoi. C'est ce que je veux dire. Faut pas être non plus anti-tout. Après, voilà, ça. Mais comme tu dis, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux. Voilà, il faut trouver le juste milieu, on va dire. Voilà, le juste milieu. Mais voilà, après, c'est comme je veux dire, c'est que c'est une question qui date de très longtemps déjà, actuellement, les Exactement. joueurs, hein, qu'on soit très clair. Exact. Euh, Parce que il y a eu des histoires, le mec changeait de fac, il allait jouer dans une autre fac, tu sais pas trop pourquoi, il a été payé, enfin, il avait un boulot de genre de chercheur, enfin, il y a des histoires comme ça de pelleter, hein, de trucs comme ça On qui se ont. déguisait, il était sponsorisé par telle marque de voiture. Voilà, il avait la voiture avec lui et tout. Bref, c'était un peu déguisé, mais Et quand c'était pas les voitures avant, c'était je sais pas quoi, enfin, ouais, c'est ça. ça a toujours. Les facs ont toujours essayé d'avoir la meilleure équipe possible, de manière plus ou moins légale. Voilà. Après, il y a Exactement. des facs qui n'ont plus voulu le faire. Là, j'ai parlé de Chicago. Il y a l'Ivy League aussi qui a mis, voilà, dans les années 60, a dit stop. On recule d'un cran, on passe en deuxième, enfin en division 1, mais en FCS.
Voilà, donc je pense qu'au bout d'un moment, c'était aussi un choix de la part des facs de savoir quel poids devaient avoir les sports dans les facultés. Et voilà, il y a des facs qui ont fait le choix, notamment dans le sud, que ça devienne un pilier central de leur institution. Il y a d'autres qui ont décidé bah voilà, que c'était peut-être moins important. Mais de manière globale, on va dire que le football est quand même roi dans les facs aux États-Unis, hein, qu'on soit très Exactement. clair. Hein. Exactement, exactement. Et ça permet aussi de franchir un cap aussi pour certaines personnes qui n'auraient pas pu atteindre ce niveau-là à une époque où gagner autant d'argent, faut être clair, quoi. Ça leur permet aussi Mmh. de repayer leurs études et de faire des études, avoir un diplôme et aller plus loin après dans leur vie, même s'ils sont à une carrière limitée, quoi. Voilà, c'est On est l'avantage de d'accord ça là-dessus. Ouais. aussi. Ça peut servir effectivement à avoir un système voilà, pour avoir des études, parce que voilà, il y a des joueurs qui sont issus de milieux pas forcément favorisés, qui n'auraient pas pu faire fac sans le sport, etc. Donc Tout à fait. voilà. Mais encore une fois, voilà, il faut pas être naïf non plus. Hein. Non, C'est non, que, non, non, c'est évident, euh, c'est évident. l'intérêt Donc, premier, c'est quand même l'intérêt des diffuseurs voilà, et des chaînes de télévision, qu'on soit très Donc, clair. donc voilà, on vous a un peu expliqué tout ce qui était le phénomène, le bordel college football, mais on va établir le dernier bordel, Baptiste, c'est la dernière partie de l'émission, et c'est les fameuses conférences, Baptiste. Mmh. Parce que là, on a eu ces dernières saisons, on a eu de tout. Moi qui ai découvert l'univers college football en 2017 avec un certain Patrick Mahomes à Texas Tech, hein, voilà, tout simplement. Je regardais pas trop ça, moi, au départ. Et après, bah, plus je me suis plongé dedans dans les années 2020, bien évidemment, Covid et tout, voilà, on a pu. Mmh. Et j'ai rencontré bah, la team The Trick Play sur des podcasts et tout, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et là, Baptiste, bah, voilà, on va clairement rentrer bah, dans le vrai bordel de ces dernières années, il faut le dire clairement. Ce phénomène d'équipe qui se barre de conférence, qui va atterrir dans une autre conférence, bah, pour l'argent, bien évidemment, mais qui casse vraiment tout ce qui a été fait, on va dire, ancestralement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui tue en paix. Moi, je vais clairement le dire, qui tue un peu l'image de ce sport au niveau d'image des rivalités, au niveau des images, bref, on va y revenir. Mais toi, Baptiste, vas-y, clairement, éclaire-nous un petit peu sur ces phénomènes de ce dernier bordel des années 2000, depuis 2021-2022 à aujourd'hui, pour conclure. Ah, il faut dire aussi une chose, c'est que les changements de conférences, etc., c'est aussi l'histoire hein, du college football. Il ne faut pas Exactement. croire que les conférences que vous avez connues étaient comme ça tout du long. Hein. On se souvient, avant ce réalignement des années 2000, Il y en a 2024, toujours eu, bien évidemment, il y en a il y toujours eu. a eu l'arrivée, par exemple, de Utah et de Colorado en Pac-12. Enfin, voilà, ça a toujours bougé, voilà, ça a toujours existé. Mais là, ça impacte très clairement le fondement même du sport, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'équilibre des forces, j'ai presque envie de dire, entre les Bien sûr. facs de l'Est des États-Unis, voilà, la SEC, la fac du Nord, la Big Ten, la fac du Sud-Est, la SEC, la fac du Sud, la Big 12 et la fac de l'Ouest, la Pac-12. Il y a une sorte d'équilibre avec on grappillait pas trop sur les plates-bandes des autres. Enfin, Exactement, chacun avait ses droits, chacun avait ses trucs, et voilà, il y en a un ou deux qui pouvaient repartir, qui pouvaient revenir, voilà, c'était comme ça, mais c'était, on va dire, voilà, il n'y avait pas de changement comme il y a là ces dernières années. C'était plus, en plus, c'était plus géographiquement, quoi. Tu te reliais à une conférence, c'était parce que ben, la conférence, il y avait une fac qui arrêtait ou il y a une fac qui, voilà, on va se remobiliser, on va refaire la. Bah, du coup, on regarde la carte, on va reprendre les. Tiens, bah, qui peut remonter dans cette conférence on va peut-être agrandir la conférence dans les facs un peu plus, on va dire, un peu plus petites. Qui sait qui peut venir dans notre conférence. C'était comme ça, mais géographiquement. Aujourd'hui, ça, on a perdu ça, quoi, clairement. c'est clair, hein, je veux dire, voilà, pour vous dire le niveau d'aberration dans lequel on est à l'heure actuelle, donc dans ta conférence, l'Atlantic Coast Conference, donc la Mhm. conférence de la côte atlantique, il y a Stanford et Cal qui se trouvent sur la côte pacifique. Donc vous voyez à quel point on est sur de l'aberration la plus totale. On est très clairement dans une espèce de croisée des chemins, je pense, très clairement. Mhm. Euh, je pense que le college football va évoluer à nouveau. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas une boule de cristal. Je n'ai pas la prétention de savoir plus qu'un autre ou quoi que ce soit. J'ai juste l'intime conviction que ça va changer encore. Il va y avoir des changements de conférence, un changement on va dire De philosophie un peu aussi de.
Je pense qu'il y a certaines fois qui vont peut-être vouloir arrêter aussi de la course à l'armement, qu'on soit très clair. Peut-être que c'est une fac un peu comme à la façon de Chicago dans les années 30 ou de la Ivy League, on va dire bah stop, merci, on passe à autre chose et voilà. À voir, mais je pense très clairement que ce modèle, on a parlé, vous vous souvenez, des Super League pour le soccer européen, c'est pas qu'on ait ça aussi au college football, c'est-à-dire un modèle où les grosses facs, voilà, donc les facs de la SEC, de la Big Ten, et vous rajoutez Clemson, Miami, Florida State, potentiellement. Oui, les programmes un peu historiques avec des gros potentiels, quoi. Voilà, clairement. C'est ça, qui sont dans des gros coins, avec, voilà, qui recrutent bien, etc. S'échappent de cette NCA et font de leur propre championnat, on va dire. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis que je pense quand même qu'on y arrive petit à petit, poussé par les diffuseurs, puisque il faut pas oublier qu'à quel point on va schématiser, mais il y a deux énormes diffuseurs pour college football, il y a ESPN et il y a Fox. ESPN a les droits sur la SEC, qui est la première conférence du pays, et la Fox sur la Big Ten, qui est la deuxième plus grosse. Tu vas faire plaisir à certains de la Team TTP en disant ça. Non, mais voilà, après, moi, j'ai aucun. Enfin, encore une fois, moi, j'essaie de prendre le plus de recul sur le monde du college football. Bien évidemment, bien évidemment. Je pense que la SEC est la meilleure conférence du pays, oui, c'est clair là-dessus. Mais est-ce qu'elle est vachement plus forte que les autres? Je ne suis pas certain non plus. Il faut savoir faire preuve de nuance un peu dans tout ce qu'on dit et tout ce qu'on raconte. Donc voilà, donc, ces deux gros diffuseurs-là sont un peu pareil, ils sont un peu jugés partis dans tout ça. C'est-à-dire que ils signent des accords avec les facs pour les diffusions, mais ils mettent en avant. Mais comme c'est eux qui choisissent, enfin, qui diffusent à la fin les finales et les playoffs, ils veulent que les affiches soient les meilleures. Donc peut-être qu'un gros nom, c'est peut-être mieux de mettre un Texas plutôt qu'un Utah, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Donc c'est ça qui est un petit peu bizarre. Comme il y a ce facteur humain de sélection, et voilà, on met un petit peu il y a un peu un mariage des genres qui est un peu gênant, qu'on soit très clair. Et voilà. Et puis moi, d'un point de vue purement perso, c'est-à-dire que moi je suis fan d'Oklahoma State. Le départ d'Oklahoma et de Texas dans la SEC, pour moi c'est une trahison pure et simple. Alors je dis des grands mots, mais vous savez, nous les fans de sport, on adore balancer des grands mots. Tout à fait, non mais tout à fait. Et ça va à l'encontre même de ce qui était, on va dire, un gentleman agreement, c'est-à-dire que Oklahoma State et Oklahoma, pour moi, devaient être mariés entre guillemets à jamais. C'est une rivalité historique, c'est des histoires à non plus finir aussi. Et je te coupe rapidement, mais et en plus, qui n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, qui va peut-être exister plus tard, mais aujourd'hui, on a clairement mis un trait dessus, quoi. Et moi, je pense que oui, c'est terrible. Pour moi, au niveau histoire du college football, on se nourrit de ces histoires. On se nourrit en permanence de ces histoires. Et ces histoires-là qu'on raconte à nos enfants, à nous. Et nous, on n'est pas américains en plus, donc ça nous touche. C'est clair. Ça nous touche un peu particulièrement, alors qu'on n'est même pas dans le pays. Alors, j'ose même pas imaginer, par exemple, une famille d'Oklahoma State et une famille d'Oklahoma. Et quand tu te réunissais tous en famille, le week-end, tu vois, tu disais, c'est le gros choc de l'année. On n'attendait que ça. Et aujourd'hui, tu n'as même plus ça, quoi. Ouais. Toi, tu vois, Johan, ton équipe Clemson a sa rivalité avec une autre équipe de conférence, mais ce match-là, il existe depuis longtemps, donc tu vois, il est ancré, etc. Tu vois. Bien sûr. Ça, avec les changements comme de conférences, il y a des trucs qui étaient, en fait, qui sont de la même conférence. On pense à Oklahoma State, mais il y a d'autres trucs. Il y a Texas State, par exemple, Texas A&M, Baylor, Texas. Il y en a plein. Il y a des rivalités dont on ne sait même pas qu'elles existent. Et par le jeu des réalignements, on les a moins souvent. Pitt, Penn State, West Virginia. Enfin, la liste, elle est longue comme le bras, des conférences, des rivalités qui ont disparu à cause de ça. Et l'histoire du college football, puisqu'on a un épisode sur l'histoire du college football, elle s'est créée grâce à ces rivalités-là. Ce que je veux dire par là, c'est Yale, Harvard, c'est joué depuis 1880, 1870. C'est des matchs qui sont trop importants et qui ont créé, qui ont participé à la démocratisation du sport. Et voilà, quand on a moins ça, je sais pas. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais tu te demandes s'ils sont pas non plus sur une espèce de ligne de crête et tu sais pas trop dans quel côté. Exactement. Tu peux basculer du bon comme du mauvais. Alors peut-être que ça reviendra, parce que le temps que ça se remette en place, les ralignements et tout ça, peut-être que ça reviendra. Mais pour le moment, c'est mis de côté.
Oui, bah, il y en a qui ont gardé leur certaines grosses rivalités, hein, bah, Oklahoma, Texas, bon, bah, ils sont repartis en même temps, mais bref, mais dans la même division, donc je prends pas le bon exemple. Mais il y a encore des rivalités qui existent, bien évidemment. C'est l'essence même du college football. Mais attention, quoi. Attention à ça. On veut pas faire comme tu dis. Puis on n'est pas là pour dire, faut pas dire être anti-tout, bien évidemment. On n'est pas là pour. Bien évidemment. Mais ça enlève quand même le charme qu'on a à ce sport depuis. Toi qui suis de ça depuis des années, ça enlève le charme à ce sport. J'ai même pas. Début de l'épisode, Baptiste, depuis quand tu suis le college football? C'est la petite aparté, mais je l'ai même pas Ouais, dit. ça fait une quinzaine d'années à peu près, mais vraiment très très fort depuis 12 ans à peu près. D'accord. Voilà, Ok. après c'était loin, puis après c'est toujours pareil, c'était pas simple de trouver des matchs de Exactement. college football. Enfin, là maintenant c'est très simple, mais avant c'était quand même vraiment la galère, Ouais. qu'on soit très clair. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que maintenant ça s'est quand même démocratisé pour nous Européens, et ça c'est cool. Et ça c'est Ouais. quand même très cool. Le seul truc, voilà, on n'a plus le ESPN Pass qui est vraiment dommage parce que c'était vraiment génial. Mais quand ça buguait pas, mais c'était vraiment génial. Et ben, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Tu veux rajouter quelque chose, Baptiste? Alors simplement pour ceux qui sont intéressés quand même par l'histoire du college football, alors je vais vous montrer juste deux livres. Alors ça va être à l'inverse, inversé, mais Ouais. deux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Alors non, c'est même pas inversé, c'est très bien. Non. Alors c'est Sport Illustrated de College Football Book. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'il y a plein de jolies photos et etc. C'est coupé par décennies. Enfin bref, c'est plutôt bien. C'est très visuel, c'est Ouais. plutôt bien. Alors, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion sur Internet. Qu'on soit très clair, c'est compliqué à trouver, sauf si vous allez aux États-Unis, par exemple. Bien sûr. Ça, c'est un bon truc pour en apprendre un peu sur l'histoire du college football. Et puis le deuxième, lui, c'est un mastodonte et bah, je ne l'ai pas lu en entier et je pense que je le lirai jamais en entier. Voilà, c'est le College Football Encyclopédia de ESPN. Alors ça, c'est massif de chez massif, vous voyez la taille. Alors, il y a absolument tout. Alors, il y a, ça fait 1625 pages, voilà, pour Alors, Voilà. il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a, alors jusqu'en 2005, je crois, ouais, je crois que c'est ça, mais il y a l'historique de tous les programmes avec les bilans par saison, enfin bref, un délire total. Donc, si vous voulez apprendre un peu vraiment sur l'histoire du college football, c'est vraiment la Bible ultime. Et voilà, et puis c'est cool, par exemple, vous pouvez prendre une année au pif, genre, je sais pas, moi, je fais ça un peu à l'arrache, mais. À 1920, bah, voilà, vous tombez sur 1920, bah, vous avez la liste des All-American, vous savez qu'Ohio State, ils étaient en 7-1, en 5-0 en Big 12 et en Big 10, pardon, ils ont joué contre telle et telle équipe. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment un super ouvrage. Alors c'est pareil, je l'ai acheté d'occasion, c'est un peu compliqué à trouver, mais voilà, si vous voulez vous projeter là-dessus, c'est pas mal aussi. Ok, très bien. Eh ben, j'espère que ce premier épisode vous aura plu sur l'histoire du college football, la petite histoire du college football. Baptiste, dis-nous où on peut te suivre et faire en même temps la promo pour TTP. Vous allez commencer la saison et tout ça. Vous avez déjà, il y a les podcasts et tout ça. Je te laisse en parler rapidement et après on Ouais, conclut ça l'épisode. marche. Bon, de toute façon, moi, vous pouvez me suivre sur The Lonesome Cowboy, enfin CB sur le Cowboy solitaire sur X maintenant. Et puis voilà, je parle de Oklahoma State. Enfin, je tweete un peu moins en ce moment. Voilà, c'est parce que c'est X aussi. Bon, voilà, on parle pas de politique, mais voilà, c'est X aussi qui veut ça. Mais sinon, voilà, sur The Trick Play avec toute la bande, hein, voilà, on parle draft, on parle de Group of Five, voilà, on parle de tout, on parle même de Ivy League. Voilà, moi je parle de Ivy League. Enfin, on fait un tour d'horizon du monde du college football. On essaie de faire au mieux. Voilà, on est des passionnés, on fait ça du mieux qu'on peut. Voilà, on a tous des professions à côté, hein, donc le temps n'est pas forcément toujours très libre, mais voilà, on essaie de faire au mieux. Là, on a quasiment fini les previews de la saison. Je sais que tu as enregistré avec nous d'ailleurs, Oui, tu as enregistré ta preview de Clemson avec nous, donc ça c'était cool. Donc voilà, on essaie de faire un tour d'état des lieux de tous les programmes, au moins du Power 4. Je crois qu'on est quasiment arrivé, il doit peut-être manquer quelques-uns. Mais voilà, en tout cas, la saison est prête. Donc, vous pouvez nous suivre sur, je crois que c'est ce Triplé FR, il me semble, ouais, The Trick Play sur faire, ouais. X. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, sur toutes les plateformes de streaming, etc. etc. Enfin voilà, là, on a passé les 5000 followers juste avant le début de la saison. Donc, ça, c'est très, très cool. On est très, très fiers. C'est vraiment. Voilà, on est vraiment très, très heureux d'avoir passé ce cap-là, pour un truc quand même assez niche, hein, qu'on soit très Ouais, clair. On ne pensait pas bien arriver à ce sûr, truc-là. bien Mais sûr. bon, je pense on essaie de faire le meilleur boulot possible. On n'a pas la prétention de tout savoir, mais on met du cœur et on essaie de mettre notre pas de perso aussi. Je pense que c'est important. Voilà, Et puis voilà, on a les meilleurs experts draft de France. Ça, j'ai pas peur de le dire avec Val, bon, exactement.
je l'ai mis un petit peu de côté, mais Valériane qui font un travail absolument extraordinaire en termes de scouting et voilà, et qui abattent un boulot de malade pour la draft. Et je remercierai jamais assez de passer autant de temps sur des choses qui me dépassent totalement, qu'on soit clair. Hein. Voilà. Ok, très bien. Le début de Pick Six, du 1 to 6, c'est. Bah, demain. Demain. Ok. Ouais, non, mais ok. Déjà passé, Ok, on va ok. faire un 1-to-6, Donc, le 1 to week 6, voilà, l'épisode sera posté là. Donc, vous l'aurez dans la semaine, vous aurez le 1 to 6 le samedi. Voilà, donc pour la première week de college tout football. à fait. Donc voilà, très bien. Eh ben Baptiste, je te remercie pour tout. Merci à toi, merci pour vraiment toute ton histoire et tout ton savoir. J'espère que l'épisode vous aura plu. Prochain épisode, on vous tiendra au courant. Merci à tous. Que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. À plus, à la Ciao. prochaine. Ciao.